Martial de IRES, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de cherclient.tv. Vous êtes le directeur des services et de la relation client d'une entreprise qu'on connaît tous, ou qu'on croit connaître, qui s'appelle IKEA. Absolument. Alors, vous allez peut-être pouvoir nous redire ou préciser ce qu'est réellement IKEA, vu de votre regard intérieur, mais surtout aussi nous dire d'abord quel est votre parcours et comment vous êtes devenu le directeur des services et de la relation client. Et après, on parlera de votre métier, comment vous l'exercez. Très bien. Au départ, en fait, c'est pas forcément une vocation. J'ai travaillé chez un outsourcer lorsque j'étais étudiant, où je faisais de la vente par téléphone et de la réception d'appels. À la suite de quoi, j'ai gravi certains échelons pour passer au management en fait, de certains plateaux téléphoniques. Et puis j'ai travaillé pour une entreprise dans le tourisme sur Internet, où j'ai été responsable du centre d'appel. Et j'ai intégré en fait IKEA en 2000 pour créer leur deuxième centre d'appel. Alors, vous nous parlerez des centres d'appel d'IKEA donc après, donc il y a au moins deux centres d'appel. Il y a au moins deux centres d'appel, il y en a deux. Ouais. À la suite de quoi, j'ai pris la responsabilité au sein d'IKEA, après avoir construit leur deuxième centre d'appel, de l'ensemble des deux. Et puis j'ai intégré dans mon organisation la vente à distance, puisqu'on fait aussi de la vente à distance. Et puis mon intérêt en fait pour la relation client et pour les magasins et la relation client physique, qui est quand même, je dirais, la majorité de la relation client qu'on a chez IKEA, a fait que j'ai progressé vers cette fonction. Donc aujourd'hui, directeur des services et de la relation client, ça comprend une partie fonctionnelle, où avec mon équipe, au quotidien, en fait, on tente d'apporter notre soutien à tous les magasins, aux 22 magasins que l'on a aujourd'hui en France, pour les aider à améliorer leur expérience client lors de la visite client au magasin. Donc ça, c'est une première responsabilité, donc la direction fonctionnelle. Et puis une direction opérationnelle aussi, que j'ai dans mes attributions, c'est la direction opérationnelle des centres d'appel et de la vente à distance, avec une équipe de un peu plus de 220 personnes pour gérer la relation à distance. Donc une partie fonctionnelle, une partie opérationnelle, ce qui est toujours intéressant parce que ça me permet en fait d'avoir vraiment une vision globale sur IKEA France quant à la relation client et à ce qu'on souhaite développer avec eux. Ça va être intéressant. Alors, cette expérience-là, vous y êtes depuis 8 ans donc? Oui. Chez IKEA. Chez IKEA, en plus. Il y a un peu plus de 2 ans sur cette fonction. Et donc, cette vision d'IKEA, alors vous vendez des meubles, les gens viennent sur place le plus souvent, mais la VPC, comment vous définiriez une bonne relation client pour IKEA? Vous regardez ça comment? Alors, effectivement, on vend des meubles, mais je dirais avant toute chose, IKEA vend des solutions d'aménagement et de décoration. C'est pour nous quelque chose je dirais de très différent que simplement la vente de meubles. Si vous allez dans un magasin IKEA, on fait tout pour inspirer nos clients, on fait tout pour je dirais, mettre en valeur leur intérieur et donc les aider à décider de ce qu'ils veulent faire de leur intérieur, que ce soit une chambre, que ce soit une cuisine, que ce soit un salon. Donc on n'expose pas simplement des produits ou des meubles. Alors bien sûr, la finalité, c'est l'achat des produits et c'est le choix qu'on peut faire sur notre assortiment. Oui. Mais je dirais qu'ils sont mis en valeur en fait, dans nos magasins. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ça rentre bien évidemment dans le cadre de ce qu'on souhaite faire avec nos clients, c'est qu'ils viennent visiter nos magasins avec cette notion de prendre de l'inspiration, de prendre des idées. On a des clients qui viennent, qui savent déjà ce qu'ils vont acheter dans les magasins, mais on a aussi la majorité, je dirais, qui viennent pour s'inspirer, pour accrocher des idées qui vont améliorer leur quotidien au sein de leur maison et apporter, je dirais, des solutions de rangement, sur les petits appartements par exemple, c'est très important, mais aussi un univers un peu plus cocooning pour accueillir toute la famille au sein de la maison. On sait aujourd'hui, avec le contexte économique, que l'argent, en fait, les clients que je suis aussi dans d'autres entreprises, hein, on va plutôt se concentrer sur soi et plutôt que dépenser à l'extérieur. Et donc, on fait tout dans notre relation client pour dire à nos clients, venez nous visiter, faites-vous plaisir pendant toute la visite. Et acheter de temps en temps. Bien sûr. Quand même. Bien sûr. Et
Donc dans la relation client, votre objectif, c'est quoi? Donc vous créez les tendances, vous les accompagnez, vous les détectez le plus tôt possible pour répondre à cette attente. On dit toujours ils sont fous ces Suédois, je croyais que c'était vous. Quand on est arrivé en France, c'est effectivement ce qu'on a dit. Et l'idée c'était justement de miser sur cette image que les gens ont de la Suède, c'est-à-dire des univers un peu dépouillés mais chaleureux, justement qui vont dans le sens du cocooning, etc. Mais en même temps de l'esprit très pratique, des choses solides, etc. Donc on en est toujours là ou est-ce que ça a évolué ce concept de départ? Non, non, le concept reste celui-ci. Notre objectif n'est pas simplement de nous adapter aux besoins de nos clients. Bien sûr, on le fait, on écoute nos clients et on tente d'améliorer au quotidien je dirais les choses, que ce soit les services ou les produits ou les solutions d'aménagement. Mais on souhaite créer chez eux une surprise, en fait. On essaye de les étonner, donc on essaie de créer ce besoin, en fait, qu'ils n'ont pas forcément pensé au départ. D'accord. Et alors, on va dans un magasin, on fait son achat, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, on repart, on se sert soi-même dans les rayons, et après on s'arme de son tournevis et de son marteau et on essaye de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu sur la photo. Le concept n'a pas changé depuis des années. Voilà. Et à quel moment on discute avec ce client? À quel moment on capture son envie, ses attentes, ses souhaits, ses déceptions? Alors, il y a des vendeurs, a priori, au bon endroit et au bon moment dans nos magasins. C'est vrai que ce sur quoi on est plutôt félicité de la part de nos clients, c'est que on n'a pas un vendeur derrière chaque client. On le laisse en toute autonomie, on lui laisse un maximum d'autonomie dans son choix, dans sa visite dans le magasin. En revanche, différents canaux de communication sont créés pour le client, que ce soit avant, pendant ou après la visite du client. Donc, avant la visite du client, on a notre site internet sur lequel on mise beaucoup dans la relation avec nos clients. Alors, sur ce site internet, on a effectivement l'ensemble de nos produits, de notre assortiment, nos services, mais on lui donne aussi le moyen au client de nous interroger. Alors, soit de nous interroger virtuellement, puisqu'on a créé, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un avatar, c'est notre conseil virtuel Anna, qui est chargé d'une base de données, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le client. Il peut lui poser des questions et Anna va lui répondre, on va l'envoyer sur une page internet sur laquelle il y a la réponse. Donc là, on crée déjà une relation avec l'enseigne. Et s'il n'y a pas la réponse? Alors s'il n'y a pas la réponse, le client a la possibilité de chatter avec des collaborateurs qui se trouvent sur nos centres de contact. D'accord. Donc ça se fait de manière automatique. Et là, on commence à créer la relation, on va dire, un peu plus personnelle client à client. Et ça, c'est historisé? Tous ces échanges, ces chats, etc., il y a une mémorisation et une analyse, ça fait l'objet de segmentation, tel profil de client nous pose plutôt tel type de questions, etc. Non, on n'en est pas à ce point-là. Non, on n'en est pas à ce point-là. On fait de manière, on va dire, naturelle. Ce qui est historisé, ce sont les questions sur Anna auxquelles elle n'a pas pu répondre. C'est historisé de façon à améliorer et à enrichir la base de connaissances. D'accord. Concernant le chat, non, on n'historise pas. À partir du moment où on arrive à répondre à 100% à la réponse à la question du client et qu'il en est satisfait, on s'assure qu'il soit satisfait de la réponse qu'on lui apporte. Voilà, on s'arrête là. On sait ça c'est avant, pendant, après. Ça, on peut accéder à Anna, qui est un prénom suédois, j'imagine. Du moins, c'est comme ça. C'est un prénom suédois, là? Oui, enfin, tout ce qui est en A, ça reste assez suédois. D'accord. Et donc, on a la réponse. Comment je pilote la qualité de cette relation? C'est quoi? C'est le chiffre d'affaires qui augmente, partie de produits, c'est quoi? C'est l'efficacité du catalogue? Quels sont vos indicateurs pour vous dire, oui, tiens, ma relation avec mes clients est bonne ou elle s'améliore? Est-ce que vous la mesurez de manière instantanée ou est-ce que vous la mesurez en matière d'amélioration ou de diminution? Comment vous faites? On a plusieurs années. Alors bien évidemment, comme toute entreprise, on a des indicateurs économiques. Un client qui dépense de l'argent dans le panier moyen. Exactement. Le panier moyen, la fréquence des visites en magasin. Le RFM, vous l'appliquez sur quoi? Sur les visites? Sur les visites.
C'est quelqu'un qui vient en magasin qui n'achète pas, vous ne savez pas qui est venu? Non, celui-ci non. Ouais. Mais on a néanmoins le nombre de visiteurs, effectivement. On a un club IKEA Family aussi qui nous permet, dont les clients disposent d'une carte en fait, qu'on leur demande de passer en caisse, qui nous permet d'avoir la fréquence de visite de ces personnes-là. Et puis on les interroge sur la satisfaction de leur visite régulièrement chaque année, et ce à travers le monde entier. Donc tous les magasins bénéficient d'une enquête de satisfaction au sein de chaque magasin en même temps dans le monde entier. Donc ils nous permettent d'avoir, je dirais, des indicateurs de satisfaction ou d'insatisfaction d'ailleurs. Et puis au sein de chaque magasin, on donne la possibilité au client de s'exprimer quant à la qualité ou non d'ailleurs de sa visite à différents endroits du magasin. Donc soit par le biais de bornes interactives, sur lesquelles il peut... Et les gens le font, ça? Oui, ils le font, ils l'utilisent. Absolument, ils l'utilisent. Oui, je suis pas content, il n'y avait personne. Voilà, c'est plutôt pour dire du bien ou pour dire du mal? Les deux en fait. Les deux. Ouais, on s'est aperçu, alors on s'est dit bien sûr, à partir du moment où on ouvre un canal sur lequel le client peut s'exprimer, on risque d'avoir plutôt des axes d'amélioration à avoir. Mais en fait, on s'aperçoit que des clients aussi prennent le temps de nous dire c'est super, la visite ou l'accueil ou tel collaborateur m'a super bien servi. Enfin, bon, on a cette version-là, une version papier aussi dans certains magasins de cette idée d'interroger nos clients. Et puis, indirectement, on prend en compte aussi l'ensemble des questions qui sont posées par nos clients tout au long du magasin. Lorsque des clients posent des questions à nos vendeurs, les vendeurs recensent en fait ces questions-là, de façon à ce qu'on puisse ensuite améliorer... Comment font-ils pour les recenser? Alors, ils ont un outil sur un écran informatique en fait. Une fois que le client a posé sa question, ils remplissent cet outil-là. D'accord, ouais. Ah, c'est vraiment quasiment scientifique. Alors ensuite, on a aussi des enquêtes de satisfaction quant à nos services par téléphone, où on interroge des clients qui ont fait des achats chez nous, qui ont utilisé des services tels que le transport, l'installation, le montage, et on les appelle à J+1 pour savoir si ils sont contents de cette prestation-là, puisqu'on travaille avec des prestataires externes, et qui nous permettent de mesurer, je dirais, le niveau de satisfaction, les axes d'amélioration à apporter. Alors, ce qui reste compliqué chez vous, c'est que le client doit avoir un minimum de maîtrise du bricolage, au moins un tournevis. Il le sait au départ. Il le sait au départ. On fait tout pour qu'il le sache au départ. Mais comment ça se passe? Le client il est au milieu de sa cuisine, et il n'y arrive plus tellement. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On a un service qui s'appelle l'installation, par exemple, pour prendre votre exemple, et on lui propose aussi, s'il ne sait pas le faire, s'il ne connaît pas quelqu'un qui puisse le faire, notamment pour une cuisine, où en dehors de l'assemblage et l'installation de meubles sur un mur, il y a tout ce qu'on appelle les fluides, tout ce qui est eau, branchement, etc. Donc si le client ne bricole pas correctement, c'est vrai qu'on lui propose un service avec des experts dans l'installation. Donc il a accès à ce service-là. D'accord. Ouais. Maintenant, alors pour prendre un produit un peu moins complexe peut-être qu'une cuisine, il est en train de monter une armoire, il a un problème. Et à ce moment-là, on a des spécialistes via les call centers qui peuvent lui apporter, un conseil par téléphone directement. Ouais. Et puis on a mis en place sur notre site internet aussi, on commence à développer ce service-là, des petites vidéos d'aide au montage. Ouais. Comment monter une poignée, comment dévisser ou sortir une façade de tiroir. On essaie de recenser quelles sont les questions les plus comment on monte l'amortisseur sur le tiroir. Par exemple, alors on n'a pas tout encore, hein, ouais, mais on sait que c'est un besoin aujourd'hui, et ce que l'on souhaite, parce que tout à l'heure vous disiez qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, mais dans le concept IKEA, c'est vraiment cette autonomie, mais on ne laisse pas le client tout seul et sans moyens derrière. Et ce dont je viens de vous parler, ce sont des moyens qu'on lui met à sa disposition. Sur Internet, il peut construire et visualiser en 3D, d'ailleurs, l'aménagement de sa chambre, de son salon, de sa cuisine. Donc il peut réellement préparer sa visite avant d'aller en magasin et de faire son choix de manière la plus autonome possible. Oui, il y a un petit logiciel qui permet d'installer ses meubles, de dimensionner, etc. Oui, absolument. Et puis d'avoir une vraie vision 3D. Oui. Ça reste toujours intéressant et impressionnant. Alors, si le client a du mal à l'utiliser, effectivement, le centre d'appel est là pour l'aider. Alors, on a déjà commencé à parler de l'Internet, des outils mis à disposition, de l'accès en ligne à un avatar qui vous donne les principales réponses à vos questions. On voit donc que pour IKEA, Internet, c'est déjà le présent. Qu'est-ce que ça a changé dans la relation client? Je pense que l'Internet aujourd'hui participe
à la confiance que peut avoir le client dans l'enseigne. On n'a pas, alors la chance, la malchance, peu importe, mais en tout cas, nous ne sommes pas une enseigne où les magasins sont au milieu des villes. Donc, on a des magasins qui sont entre 15 et 20 000 m², c'est plutôt compliqué, donc on est plutôt éloigné. Le client a besoin, avant de se déplacer chez nous, peut avoir besoin, avant de se déplacer chez nous, d'avoir un certain nombre d'informations avant de faire 150 ou 200 km pour venir nous voir. Alors, les informations, c'est quoi? C'est la disponibilité des produits, c'est dans son magasin, c'est comment on s'y rend. Donc ça a changé, je dirais, tout le côté rassurant pour le client vis-à-vis de l'enseigne. Je vais chez Ikea, j'ai déjà préparé ma visite, je sais à quoi je m'attends. Oui. Voilà, avant, chez Ikea, c'était plutôt je passais devant, je m'arrêtais. Non, c'était je vais chez Ikea, on m'en a parlé, c'est super, bon, il y a quelques années déjà, hein, mais c'est super, on m'en a parlé, ils font, voilà, bouche à oreille fonctionne énormément, donc j'y vais, et de toute façon, je vais trouver forcément une idée, un produit, voilà. Aujourd'hui, les achats de nos clients sont un peu plus réfléchis, on se positionne sur, par exemple, des achats très complexes comme la cuisine. On souhaite néanmoins maintenir notre concept qui est ce qu'on appelle en anglais alors le cash and carry. Hein. Vous venez, vous achetez, vous importez, vous le montez vous-même, c'est le colis paquet plat. On n'a rien changé à cela malgré la complexité de l'achat d'une cuisine. Il faut lui donner des moyens. Il faut lui donner des moyens pour le rassurer quant à cet achat-là, sur la conception aussi de cette cuisine par exemple. Donc c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. Et on a investi énormément au niveau du groupe Monde pour lui apporter un maximum de moyens pour le rassurer. Alors comment vous vous êtes adapté? Enfin, il y a eu des changements dans l'attitude des Français, comme des autres pays sans doute, vis-à-vis de l'aménagement. On en parle de cocooning, on n'en parlait pas au moment de l'arrivée d'IKEA. Le bricolage, c'était auparavant le fait de gens très avertis. Aujourd'hui, tout le monde bricole un peu et peut monter des meubles soi-même. Ça a changé quoi dans l'organisation de la relation client pour IKEA? Ça suppose davantage de monde. Les call centers, ça existe depuis combien de temps? Les call centers existent. Alors, lorsqu'IKEA est arrivé en France, chaque magasin avait, je dirais, son standard téléphonique. Ouais. C'était plutôt ça. Et puis en 96, on a décidé de centraliser en fait les call centers des magasins parisiens. En 95, pardon, et 96, on a centralisé toute la France. Et donc c'est situé où alors? Alors, on a un centre d'appel qui se trouve à Évry et un centre d'appel qui se trouve à Plaisir. Directement dans les magasins. Donc on garde quand même la proximité entre les équipes qui sont à distance et le magasin. D'accord. Pour maintenir, je dirais, l'homogénéité des messages, les compétences des agents au téléphone qui aujourd'hui sont capables de remplacer au pied levé n'importe quel vendeur dans pratiquement n'importe quel assortiment de n'importe quel magasin. Les conseillers des centres d'appel, ce sont des anciens membres des équipes de magasins ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Les passerelles métiers sont existantes dans un sens comme dans l'autre. Il ne faut pas forcément avoir été vendeur en magasin pour être au centre d'appel, ni l'inverse. Non, ni l'inverse. On peut arriver par l'un ou l'autre côté et repartir après, évoluer dans le magasin ou dans le centre d'appel. Absolument. D'accord. Et donc ça s'est perçu, c'est-à-dire qu'en fait le métier dans les centres d'appel d'IKEA, c'est un métier comme un autre ou c'est considéré comme spécial, c'est travailler au téléphone? Alors ça reste spécial. Ouais. Ça reste spécial parce que le cœur du métier d'IKEA reste quand même les magasins. Ouais. Donc on se sent un peu à part? On s'est senti, je pense, à une époque un peu à part, on ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'univers des centres d'appel, pour vous donner un exemple, est intégré dans le processus d'intégration de tout nouveau collaborateur chez IKEA. Il passe par le centre d'appel? Alors il ne passe pas par le centre d'appel. Bon, c'est sûr qu'un collaborateur qui est embauché sur notre magasin de Toulouse ou Marseille ne va pas passer sur le centre d'appel. Ouais. En revanche, il va bénéficier d'un DVD qui va lui expliquer tous les métiers qui sont aujourd'hui présents sur le centre d'appel. Il va avoir une notice explicative de ce qu'on fait aussi à distance sur les centres d'appel parce que la relation est très forte. Je vous donne un exemple. Le client nous appelle pour savoir si la disponibilité du produit, pour avoir la disponibilité d'un produit dans le magasin de Bordeaux. Ouais. Si le téléconseiller lui dit oui, il y en a, que le client y va et qu'il n'y en a pas, ça peut créer des tensions. Ouais. Donc il y a toute une relation qui est faite avec les magasins en leur disant
voilà, si vous faites ça correctement, nous on aura la bonne information. Et en contrepartie, toutes les remontées d'informations que l'on a de la part de vos clients, on vous les transmet aussi. Donc on a vraiment développé cette notion de partenariat entre la relation à distance et les magasins. Et aujourd'hui, le centre de contact, les centres de contact sont considérés comme de véritables outils de marketing et de fidélisation pour IKEA France. Alors, juste un point de détail, puisque moi c'est quelque chose qui fait toujours un petit peu le tilt, parler de centre de contact et pas de centre d'appel ni de centre de relation. Pourquoi contact? Bon, alors on a changé de nom, je crois, depuis que je suis arrivé 3 fois, et encore il s'appelait comme ça, il s'appelait Standard Centralisé avant, et ça c'est quelque chose qui ne participe pas forcément à la valorisation de ces métiers-là. On sait que, de fait, sur le marché, les centres d'appel ne sont pas les métiers les plus valorisés, la fonction en tout cas, et ce que l'on tâche chez IKEA, c'est justement de professionnaliser au quotidien cette fonction-là. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, 97% des personnes qui ont souhaité aller en magasin ont été pris en magasin, quel que soit, alors pas forcément à la vente, ça peut être à la logistique, ça peut être à l'administration, ça peut être au SAV. Voilà. Ça veut dire que c'est un bon tremplin. C'est un très bon tremplin. Parce qu'on connaît tout, on connaît les produits, les clients, les situations, les contextes, les problématiques. Ouais. Exactement. Et donc, centre de contact aujourd'hui parce que différents canaux utilisés dans nos centres, le mail, le téléphone, le chat, la mise à jour de la base de données AMNA, alors on reste dans le virtuel, mais néanmoins ça peut être considéré comme un... Et justement, là on est presque... pour moi, contact, c'est l'instantanéité. C'est un coup, et après peut-être pas. Alors que j'imagine que quand on regarde le catalogue IKEA, il y en a pour la chambre à coucher, la cuisine, le salon, etc. Et la chambre d'enfant. Donc ça veut dire que je peux équiper un jeune, puis quand il sera marié, puis quand il aura un gamin, etc. etc. On pourrait parler plus de relation, donc de quelque chose de durable, dans la durée. Or le mot contact, il donne un peu l'impression que je suis en réactivité, on m'appelle, je réponds. Et je ne suis pas un contributeur à une relation de longue durée. Est-ce que c'est fortuit, c'est par hasard ou c'est le reflet d'une réalité aujourd'hui? Non, je pense que c'est une évolution en fait de cette organisation-là et rien ne nous dit que dans le futur, le centre de contact qui était avant un centre d'appel, qui était avant un standard centralisé, ne va pas devenir demain un centre de relations clients. Parce que vous parlez de fidélisation par exemple. Oui, absolument. Ouais. Donc ça veut dire que la fidélisation, c'est exactement l'inverse, on est vraiment dans la durée. On est tout à fait d'accord. Et encore une fois, on évolue avec l'évolution de l'organisation et l'impact que peut avoir les centres d'appel sur la relation client. Et le centre de relation client me paraît à peu près justifié pour un futur. Voilà. Et alors, cette relation, on a parlé d'Internet, l'évolution des comportements et des attentes, des gens qui bricolent, qui ne savent pas forcément bricoler un produit, qui restent fidèles à ses principes de base, c'est-à-dire économique, robuste, simple à monter, etc. Le centre d'appel et les différents canaux, ils sont de plus en plus là pour aider, en plus d'informer, ce qui devait être le but d'origine. Est-ce que la notion pédagogique a pris le pas ou est-ce que c'est en train de monter en puissance ou pas trop? La notion pédagogique vis-à-vis du client? Oui, pour lui expliquer les choses, pour l'assister, parce qu'à l'origine ça n'avait pas tellement être ça. Non, bien sûr, on a fait évoluer les compétences de l'ensemble de nos agents en fonction, je dirais, des besoins ou de l'évolution du comportement du client. Vous en parliez tout à l'heure, le comportement change avec tous ces nouveaux médias où le client peut s'exprimer, où le client a besoin de dire les choses, et de plus en plus exigeant. Donc on a adapté notre formation à la compétence de nos agents sur les centres d'appel. C'est valable aussi en magasin, sur cette exigence-là. Alors, bricolage, oui, maintenant les meubles Ikea, c'est relativement simple à monter. Je dis encore une fois, à part la cuisine où là on est dans un univers un peu spécial, mais ça reste relativement simple à monter. Mais il est vrai qu'on s'est adapté dans notre formation alors non seulement sur cette partie montage et d'aide au montage, mais aussi sur la compréhension de notre concept. Ouais. Le client aujourd'hui de plus en plus il veut tout de suite. Ça c'est un petit peu Internet a participé sans doute à ça aussi. Il veut tout de suite. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que l'entreprise a deux possibilités. Soit on investit on embauche un employé par client, soit on essaie de conserver notre concept qui aujourd'hui est plutôt une force,
de laisser le client libre de son choix. Vous avez préféré embaucher tous les clients. Oui, exactement. Et c'est eux qui travaillent. Ça, c'est une bonne... Exactement. Non, mais ils participent, et justement, les centres d'appel, mais même notre communication en magasin, est une communication destinée au client pour lui faire comprendre que Ikea, ce sont aussi des prix, des prix bas, mais la contrepartie, c'est qu'il faut travailler. C'est qu'il faut travailler. Donc, vous en faites un peu, nous aussi, et ensemble, on fait des économies. Et c'est une grande tendance du marché, de toute façon, aujourd'hui, de faire... alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des entreprises sont allées dans ce sens-là. Il y a un livre qui vient de sortir justement à ce sujet-là, le client qui travaille. Ça commence par les serveurs vocaux, c'est-à-dire qu'il va commencer à faire gagner du temps dans l'acheminement. Donc la standardiste a un rôle qui n'existe plus, c'est que c'est le client lui-même qui s'oriente en tapant sur les touches 1, 2, 3, 4. Et de ce fait-là, il y a une standardiste en moins parce qu'il va directement tomber dans le bon service. Ou alors il y a une standardiste, mais qui va être peut-être plus spécialisée, oui. Compte tenu de la complexité de la question du client. Mais en fait, vous avez été des précurseurs pratiquement, je dirais, je ne sais pas si c'est dans le monde, mais c'est au moins en France et en Europe, de faire travailler le client. Je pense qu'avant Ikea, ça n'existait pratiquement pas. Le fait de dire aux clients, vous voulez dire quelque chose et vous allez gagner de l'argent, vous allez économiser de l'argent parce que vous allez faire une grosse partie du travail vous-même, ça a été assez précurseur. C'était pratiquement avant même les tendances du bricolage. Oui. Ça a été créé en quelle année Ikea? Alors, le 1943. Ah oui, donc c'est très ancien le concept. Sur le même concept? Non, plutôt dans les années 60, le concept tel qu'il est aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Oui, c'est avant les grandes surfaces de bricolage, de toute façon. Absolument. Ça montre. C'était vraiment très précurseur. Ouais. Et ça a été créé par un Suédois. Oui, une marque en Prade, qui les deux premières lettres de Ikea. Ah oui. Ah oui, c'est une excellente réussite. Il y a combien de collaborateurs dans le monde chez Ikea? On est pas loin de 120 000 collaborateurs. 120 000. Ouais. Ah oui. Sur... on a dans le monde, sur le dernier exercice, on a eu un peu plus de 500 millions de visiteurs dans le monde, 120 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 19 milliards d'euros. Voilà, c'est vrai qu'on est présent dans, si mes souvenirs sont bons, 24-25 pays, pardon. Et on a plus de 240 magasins dans le monde. Et en France? En France, on a 23 magasins. Ouais. Et on en ouvre 3 autres dans les 3 prochains mois. Tours, Rouen et Rennes. Et les clients ne viennent pas vous aider à monter les magasins? Pas encore. Non, pas encore. Mais ça pourrait. En tout cas, on ne s'est pas encore penché dessus. Mais non, mais c'est vrai que l'idée, elle est là. Et puis aujourd'hui, alors sans doute, il y a un effet de mode sur lequel on surfe aussi, hein, ou alors plutôt, on l'a peut-être aussi, on a aidé aussi peut-être cet effet de mode. Mais le client est de plus en plus intéressé par le bricolage. Alors encore une fois, Ikea, c'est du montage de meubles, c'est pas du bricolage. Non, c'est pas du bricolage, mais il participe et je pense que ça le rend encore plus fier quant à l'installation qu'il va avoir chez lui, en dehors de l'aspect économique de notre concept. Oui, il l'a fait lui-même. Il l'a fait lui-même et je pense que ça participe aussi à la fidélisation et la proximité que crée la marque avec son client. Alors donc, on a parlé d'évolution des attentes, etc. Comment est-ce que vous mesurez, vous, les indicateurs? Quels sont les indicateurs qui vous permettent de mesurer l'évolution de la relation, la qualité de la relation, la satisfaction des clients? On reparlera après de la notion de satisfaction, mais quels sont vos indicateurs particuliers? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Comment vous regardez ça? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on interroge donc 2 fois par an dans les magasins nos clients quant à la satisfaction de leur visite. Donc là, il y a différents critères qui passent par l'attitude du personnel, le temps d'attente, enfin beaucoup de points sur lesquels, je dirais, on axe notre promesse client. Donc ça, ce sont des indicateurs importants de satisfaction. Les fameuses bornes sur lesquelles il peut s'exprimer aussi. Ça, c'est les moyens peut-être de la satisfaction, mais pour vous, les indicateurs, ça se traduit comment? Vous suivez le chiffre d'affaires par client, c'est la marge, c'est le nombre de visites, c'est le nombre de produits achetés. Est-ce que vous avez une espèce de parcours de vie de la relation client chez Ikea? On suit les indicateurs économiques, c'est sûr que le panier moyen fait partie des indicateurs importants qui nous permettent de voir si le client est satisfait. On sait aussi la fréquence
d'achat qui nous permettent de savoir si le client finalement est content de revenir, de venir et de revenir. Bien sûr, le chiffre d'affaires, on ne peut pas y échapper. Hein. Le client aujourd'hui, je dirais pour IKEA, c'est notre capital. C'est notre capital. Donc on va suivre, et on vit grâce à lui de toute façon. Donc on va suivre tous ces indicateurs économiques. Mais un client peut la pas marge, acheter... non, la marge c'est quelque chose qui va dépendre aussi des coûts derrière. Donc c'est pas suivi comme ça. Oui, je pense que. Mais par exemple, ça pourrait être, est-ce que vous suivez les consommations par famille de produits? Est-ce qu'il y a oui, absolument. Il y a des enchaînements logiques? J'achète un lit, mais je ne veux pas en acheter un tous les jours. J'achète un lit tous les 8 ans ou tous les 10 ans, je ne sais pas. Après, il y a l'armoire. Est-ce qu'une fois que j'ai vendu un lit, une armoire, les gens vont plutôt s'orienter vers des corbeilles à papier, donc des produits qui coûtent moins cher? Ou est-ce que c'est quoi le parcours? Les gens prennent d'abord la température en achetant des petites choses, puis après on achète des grosses, ou c'est l'inverse? Non, je pense qu'aujourd'hui, notre concept doit aider le client, non pas à choisir ce que je vous disais un peu en introduction, simplement un produit, mais je dirais toute une palette de solutions d'aménagement ou de décoration de la maison. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'étape et j'achète un lit, tous les exemples que vous donnez, je pense qu'il prend tout et puis ensuite, lorsqu'il revient, ça va être peut-être un peu plus de babiole d'articles à moins engagement économique. S'il veut continuer à décorer sa maison. Mais lorsqu'il fait un achat type salle à manger, salon, armoire, souvent de fois, il essaye de prendre autour tout ce qui peut aller avec. Oui. Et on suit effectivement toute l'évolution des ventes sur notre assortiment, mais on est la gamme bien sûr, mais aussi produit par produit. Et vous avez profilé vos clients, il y a des segments, il y a des profils types, ou est-ce que c'est indifférent pour vous, c'est pas gérable de suivre ça? Si, on le suit bien sûr. Maintenant, IKEA, le concept c'est s'adapter au plus grand nombre. En tout cas, proposer tout notre assortiment doit être adapté au plus grand nombre. C'est pas les jeunes, c'est tout le monde. Non, oui, c'est tout le monde. Donc notre idée n'est pas de dire on va tout faire pour les jeunes, on va tout faire pour les seniors, on va tout faire pour les 30-40 ans. On sait par contre quel est plutôt notre profil. Alors notre profil est plutôt féminin, en moyenne, c'est de la décoration de la maison. Madame est souvent un peu plus décisionnaire sur cet aspect-là. Ils ont Internet pour la grande majorité, à plus de 80 ou 85%. Et ils ont entre 30 et 45 ans. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. C'est madame. 30, 45 ans, c'est. Mais est-ce que c'est madame qui monte? Non, c'est elle qui achète, mais c'est le mari qui monte. Ouais, probablement. Ah oui. Mais madame monte de plus en plus. Ah oui, c'est une autre tendance, ça. Ouais, mais je pense que c'est une tendance globale. Une tendance globale. Quand on voit aujourd'hui les succès qu'ont les émissions télé de décoration et d'aménagement à la maison, on voit beaucoup madame participer. Donc on voit des enseignes, je crois que c'est Casto, le Roi Merlin, qui a développé tout un assortiment de produits, d'outillage, pardon, pour madame. Ah oui. Moins lourd, et plus coloré aussi. Oui, absolument. Donc, Et alors, vous êtes un fournisseur mondial. Est-ce que quand on est suédois, on dit je vais imposer le goût suédois au monde entier, ou est-ce que vous avez des gammes par pays, par exemple, ou comment ça se passe? C'est les mêmes produits dans le monde entier? Alors il peut y avoir des petites tendances au niveau des coloris, mais nos fournisseurs sont des fournisseurs qui alimentent le monde entier. Donc, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des économies d'échelle, etc. Alors oui, on reste sur une idée, encore une fois, notre identité est très très forte pour nous, et c'est ce qu'attendent aussi nos clients, c'est qu'on maintienne aussi cette identité-là qui est suédoise, donc très basée aussi sur le bois, très basée sur le respect de l'environnement, et cette image qui touche directement l'environnement est une image qui est de plus en plus importante pour les clients, en France et ailleurs, et on souhaite, la Suède est plutôt reconnue comme un pays, je dirais, qui fait attention à son environnement, et donc on souhaite maintenir cette identité-là. On va pas. Alors, il y a des styles qu'on n'a pas chez IKEA et qu'on trouvera certainement ailleurs, et tant mieux. À la limite, on n'est pas non plus, on n'a pas le monopole sur le marché, et c'est très bien. Et c'est très bien, mais on va plutôt, par proactivité, déterminer quelles peuvent être les tendances de demain, les créer et proposer.
Alors, vous parlez des moyens, vous parlez de 2 centres d'appel. Quel est votre regard par rapport à l'évolution qu'on peut constater de beaucoup de marques qui disent le téléphone ça coûte cher, Internet c'est bon marché, donc on va réduire un peu la voilure si on peut sur le centre d'appel pour pousser les gens à aller se débrouiller un peu tout seul sur Internet. C'est la même chose chez Ikea ou est-ce que vous avez un regard différent sur cette problématique? Aujourd'hui, les centres d'appel doivent apporter une vraie plus-value pour le client. Comme tout centre d'appel peut être considéré comme un centre de coût, le retour sur investissement est très compliqué à démontrer à partir du moment où on ne dégage pas de chiffre d'affaires directement. Non, si vous voulez, on parlera tout à l'heure de la vente à distance, évidemment. Mais aujourd'hui, tous les moyens que l'on développe et tout dans notre organisation sont des moyens qui vont permettre aux clients d'être le plus autonome possible. Je pense que c'est ce dont ont besoin aussi les clients, c'est de dire, ben voilà, moi j'ai une question à poser, j'ai pas envie d'avoir d'attente, j'ai pas forcément envie de discuter, j'ai envie de la poser à 23h le soir ou à 5h du matin. Enfin, nous, quand on voit les courbes des fois d'internet ou des questions qui sont posées sur ANA, c'est des fois hallucinant. C'est à 3h du matin, vous avez des questions qui sont posées sur ANA, sur notre assortiment. Voilà, donc, et c'est lui donner cette possibilité-là et de limiter tout l'aspect frustrant de j'ai une question à poser et personne ne peut m'apporter la réponse. Vous répondez pas au téléphone à 3h du matin? Non, on ne répond pas au téléphone à 3h du matin. Alors quels sont vos horaires alors les horaires des centres d'appel, 9h-20h, du lundi au samedi, et le dimanche en fonction de l'évolution de la législation, de 9h à 18h. Ah oui, donc c'est quand même des grosses plages oui. de réponse. Ouais. Alors donc, votre tendance, c'est pas de faire maigrir le centre d'appel, c'est de le rendre, je dirais, le plus compétent possible par rapport à une complexité de certaines questions. Et l'accessibilité, le mariage entre l'accessibilité et la compétence, c'est que vous avez, si les gens téléphonent de plus en plus pour se faire aider, pour poser des questions, pour changer ce qu'ils ont acheté, etc., ça veut dire que plus vous avez de clients et plus vous avez d'appels. Sauf si derrière on arrive à bien communiquer, et c'est vraiment nos efforts sont aussi portés là-dessus, arrive à bien communiquer sur les différents outils, parce que tout le monde ne les connaît pas forcément. C'est une des missions du centre d'appel aussi, c'est lorsqu'on a un client au téléphone, c'est de lui expliquer que peut-être que la question à laquelle il a posé, il aurait pu avoir la réponse à travers ces différents moyens-là. Donc on doit aussi éduquer notre client. Le but du jeu, c'est pas d'adapter notre structure en fonction du volume d'appels entrants, mais on va tout faire néanmoins pour que les appels qui rentrent sur les centres d'appel soient des appels qui apportent une vraie plus-value aux clients. Et alors, la vente à distance, alors comment vous organisez ça, et puisqu'il y a des gens qui vont pouvoir acheter sans venir voir? Oui. À mon avis, non, c'est même quasiment sûr, 90% de nos clients vente à distance sont des clients magasins. Qui complètent. Et n'ont pas la place. Donc, ils connaissent déjà le produit, ils rachètent de tiroirs, hop, ils le font par téléphone. Oui, la plupart connaissent déjà le produit. Si c'est un produit complexe, ils peuvent très bien partir en magasin, le temps de mener sa réflexion en famille, pourquoi pas, par rapport à un achat complexe. Il décide de se faire livrer, c'est sûr qu'il peut avoir en tout cas tendance à passer par le biais de la vente à distance. Mais aujourd'hui, la vente à distance chez Ikea, ce n'est pas le cœur de notre métier. Ça représente quelle part de l'activité? Très peu. 0, quelque chose. Un petit peu plus, un petit peu plus. Mais plus on va ouvrir de magasins et plus peut-être que la part va baisser. Maintenant, on souhaite être présent néanmoins sur ce canal-là parce qu'on est en complément des magasins. La vente à distance chez Ikea est considérée pas forcément comme moteur au développement du chiffre d'affaires, mais plutôt comme un service associé à tout ce que l'on propose dans nos magasins. Donc on est là plutôt pour aider les clients sur 7 fois où il aura envie d'interroger Ikea ou d'aller visiter Ikea dans l'année, ou 5 fois ou 4 fois, il y a une fois où il va se dire tiens, là j'ai pas le temps, ou on est dimanche, mon magasin est fermé, je sais que ça je peux l'acheter sur internet, je peux utiliser la vente à distance. Donc ça participe à la fidélisation et il ne va pas forcément aller chez un de nos concurrents acheter ce produit-là, s'il sait qu'il peut l'acheter via internet. D'accord. Et donc, ce n'est pas vraiment l'objectif en soi aujourd'hui vous êtes présent, mais l'idée, c'est pas de faire le chiffre d'affaires d'équivalent d'un magasin ou de 2 magasins. C'est un complément, c'est un service que vous offrez à votre clientèle, sans forcément avoir un challenge là-dessus. Non. Alors, on a des objectifs, bien sûr, on essaie de faire évoluer ça, mais c'est vrai que ça doit être considéré comme un service de la part de nos clients, et
et dans la stratégie de l'entreprise. Alors qu'est-ce qui a changé pour vous dans ces dernières années dans la gestion de la relation client d'une entreprise de distribution comme Ikea? Je pense que c'est justement tous ces moyens qu'on a mis en place pour et répondre à la volonté de nos clients d'avoir un maximum de réponses à un maximum de questions qu'ils posent. Et c'est donc de développer, non pas forcément je dirais par le biais de ressources humaines, mais plutôt par ces outils qui vont le rendre de plus en plus autonome quant à l'achat, quant à l'expérience de visite. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, je pense, qui a été très importante pour Ikea, c'est la mesure de la satisfaction de nos clients. Est-ce qu'un client satisfait achète plus? Est-ce que plus je suis satisfait, plus je consomme, ou est-ce que ça n'a pas le lien? Si, il y a un lien. Plus je suis satisfait, plus je consomme, mais ce qui est valable pour Ikea, je pense, est valable pour d'autres entreprises. Aujourd'hui, on a créé depuis quelques années un club, Ikea Family, ouais. qui est un club qui fonctionne très très bien et qui nous permet de voir que les porteurs de la carte Ikea Family sont des clients très fidèles. Et prescripteurs? Oui, prescripteurs. Oui, absolument. Prescripteurs et que l'on chouchoute en tout cas. Alors avec un concept qui est peut-être un peu différent de ce que l'on peut faire dans d'autres enseignes par le biais des cartes de fidélité. Notre idée à nous, c'est vraiment de créer la proximité dans la relation avec l'enseigne. Et je vais vous donner un exemple, on ouvre un magasin, on va faire une journée de préouverture uniquement pour les membres Ikea Family. Ils ne vont pas forcément bénéficier de tarifs inférieurs au plus grand nombre, bien qu'ils disposent dans chaque magasin d'une boutique avec des produits et leurs tarifs au tarif Ikea Family qu'ils peuvent acheter et qui, je dirais, complètent un petit peu l'assortiment général de Ikea. Alors un conseil à un jeune confrère qui démarrait dans la relation client aujourd'hui, vous lui diriez quoi? À quoi il faut qu'il fasse attention? C'est quoi les enjeux clés? C'est quoi les écueils qu'il faut éviter? Je pense qu'il faut rester humble. Je pense vraiment qu'il faut rester humble par rapport au succès d'une entreprise, au succès d'un service, au succès d'un concept aujourd'hui qui se porte plutôt bien. Néanmoins, au quotidien, on reste humble par rapport à la relation que l'on a avec nos clients. Ils ont une exigence et cette exigence, il faut l'écouter. Je pense que le client a besoin d'écoute, pas forcément à tout prix, il ne faut pas y répondre forcément à tout prix, mais il a besoin d'explications. Et passer du temps avec les clients, c'est aussi très important pour trouver les... C'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Et moi, c'est ce que je lui conseillerais. De rester humble, de rester à l'écoute et de rester impliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait du mal aujourd'hui à faire de la relation client un métier si on n'était pas passionné ou attentif à ce qui se passe, et notamment sur les changements de comportement. Merci beaucoup de toutes ces informations. Merci à vous. Et longue vie à Ikea. Merci.